Hello! Hello tout le monde! Bonsoir. Hop. Bonsoir Leslie. OK. Salut Manon. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Moi, je lirai les questions éventuellement dans le chat. Ouais et si jamais, je peux aussi faire la passerelle entre le chat et la présentation. Oui, pour l'instant, je compte pas montrer de documents, mais OK. Salut! Alors, il est 17h, donc je propose qu'on commence. Si j'ai bien compris, on a beaucoup de points à aborder, aujourd'hui, pas mal de discussions intéressantes qui s'annoncent. Donc merci à toutes, de vous être connectées. Je vais me présenter rapidement. Normalement, la plupart d'entre vous me connaissent déjà, mais au cas où. Donc je m'appelle Camille, je suis la coordinatrice principale du programme de mentorat Women for Cyber en collaboration avec Google. Et aujourd'hui, donc je vais, coordonner ce second webinaire du programme en français avec Muriel qui est ici présente. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai hâte d'en savoir plus sur votre parcours. Je te laisserai te présenter, tout à l'heure. Je vais juste, faire un petit rappel sur le thème d'aujourd'hui. Donc Muriel va aujourd'hui nous expliquer comment la cybersécurité a changé sa vie. Elle va vous partager sa passion pour le monde de la cyber et plus particulièrement, liée à la sécurité des enfants. Selon Muriel, la cyber, c'est beaucoup de concepts opérants, et surtout une philosophie et des gens, intéressants. La cyber, c'est aussi un milieu à la croisée de, plusieurs mondes avec une grande diversité de métiers. Et vous apprendrez aujourd'hui que la cyber n'est pas forcément exercée de la même manière partout. Donc ce sera une bonne opportunité pour vous de découvrir, de nouveaux contextes et de faire preuve d'ouverture d'esprit. Voilà, donc je te laisse la parole Muriel pour te présenter et ensuite, enchaîner et encore grand merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis sûre que ça va être super. bah, c'était spontané, Camille, c'était très naturel d'accepter. En fait, Women for Cyber est une association que je connais déjà depuis, sa création, qui est, une association, à l'échelle européenne et que je veux soutenir donc c'est normal. Hem, En termes d'implication, pour soutenir les femmes dans la cybersécurité, hem, il faut savoir que j'avais, vraiment eu des coups de pouce, hein, de femmes dans la cybersécurité, et je vous dirai, en fait, comment ça m'a aidée et je pense que c'est indispensable, heu, parce que, à la fois en termes de je dirais de connaissances concrètes, de réseaux, d'affirmation, de soi dans sa carrière, c'est vraiment très important. Hem, donc effectivement, je vais juste rappeler, pourquoi je suis arrivée dans la cybersécurité, alors qu'en fait, bon, bah, j'ai fait une école de commerce, hein. En 2002, j'étais diplômée de l'UM Lyon. L'aventure, je dirais informatique n'a commencé qu'en 2012 pour moi, donc 10 ans plus tard après avoir été diplômée, un petit peu par une configuration des planètes, le fruit du hasard. Mais je vous dis, hein, sur les 10 ans avant d'arriver sur l'informatique, j'ai travaillé dans les nanotechnologies, la microfinance, la responsabilité sociale de l'entreprise, la communication financière. Donc c'est vraiment pour vous dire que vous pouvez venir de n'importe quel horizon. C'est un domaine où avec de la curiosité, du travail et aussi, les bonnes indications pour trouver la vraie matière, pour pas se noyer dans de la cybermarketing, vous voyez? Vous pouvez, apporter votre pierre à l'édifice, travailler dans la sécurité numérique sous l'angle qui vous conviendra avec vos dons à vous. Heu
Donc, là où j'en suis, je suis passée à l'entrepreneuriat dans le conseil en gouvernance de la sécurité numérique. Mais pour arriver à ça, en fait, il m'a fallu quand même plusieurs années de salariat. Donc entre 2012 et 2016, je m'occupais de l'informatique et de la sécurité numérique, d'une société aurifère. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'une société aurifère. Donc, c'est une société qui produit de l'or. Ça veut dire qu'il y a 2 types de données cruciales pour cette société. C'est à la fois tous les gisements, qui ont été repérés par les géologues et après la manière de l'exploiter, la manière optimale de l'exploiter. Ça, c'est des ingénieurs miniers et donc en fait, vous avez ces 2 pans de données, cruciales et donc, l'informatique, c'était pas le cœur de métier certes, mais en fait, si vous perdez vos données, vous savez plus où sont les gisements d'or et vous savez plus comment les exploiter. Donc, évidemment, l'or, il est encore sous terre, mais il va falloir refaire tous les sondages. Enfin bon, c'est un peu la mort de la société si l'informatique se crache. C'est là, en fait, que j'ai pris conscience, de l'aspect complètement stratégique, de la donnée et de la cybersécurité. En plus du fait que c'était quand même très, très satisfaisant de voir que, grâce aux services numériques que j'avais pu mettre en place, mes collègues pouvaient travailler. C'était très agréable aussi d'avoir énormément de questions, au quotidien, d'être, on appelait ça faire des rotations. En fait, j'avais, des obligations, si vous voulez, pour, le maintien des serveurs en conditions opérationnelles et de sécurité, d'être, disponible pour que mon infogéreur m'appelle s'il y avait une alerte et il y en a eu. On a eu des trucs très sympathiques comme la foudre qui tombe sur l'immeuble, on a eu des trucs comme des crypto-lockers, voilà, donc la vraie vie de l'informatique et que je vous souhaite à toutes, parce que, en fait, maniper, être au contact direct des opérations, c'est vraiment un super terrain d'apprentissage. Hem Et donc, ensuite, je suis passée du côté de la chefferie de projet, heu, donc avec des équipes d'ingénieurs, souvent réduites en fait, pas plus de 5. Sur un gros projet, c'était 5, mais généralement, ça pouvait être 2 ou jusqu'à 3. Donc, pour être concrète, je vais vous dire un petit peu les comptes, sur lesquels on m'a envoyé, qui étaient, assez intéressants, comme La Poste pour la lettre commande électronique, la Banque de France pour le chiffrement, l'harmonisation du chiffrement, des HSM, ou des banques privées. Pareil, c'était de la crypto. Un domaine que je vous recommande, qui n'est pas, si, inaccessible que ça, même si on n'est pas ingénieur. À partir du moment, où vous avez les ingénieurs dans votre équipe, c'est faisable. Aussi un énergéticien, donc pour la sécurisation, de l'informatique embarquée et puis, le ministère des Finances, pour la détection d'intrusion. Donc des beaux projets et suite à quoi, j'ai eu envie en fait de passer dans le conseil et c'était pas faisable dans la hiérarchie où j'étais. Donc je me suis donné l'opportunité parce que comme disent les Anglais: «I wouldn't take no for an answer». Donc on me disait que je pouvais pas faire de conseil et moi j'ai dit: «Ben, si, je vais en faire». Donc j'ai créé Tibergem Companies et j'ai, appelé des amis, comme, par exemple, Sébastien Dupont qui avait créé Cyber4You, une boîte, dans le conseil, en cybersécurité et donc je lui ai sous-traité pas mal de trucs. C'était très varié et très formateur. Et puis ensuite, je suis passée, en fait, aux chasseurs de tête. En fait, c'est eux qui sont venus et ils m'ont proposé des missions très intéressantes, comme par exemple chez Suez ou encore, chez Idemia et donc ça m'a donné, un une vue de ce que c'était, des grands corporates du CAC 40. Voilà et aujourd'hui, je suis sur, une mission confidentielle, mais c'est toujours dans la même ligne, hein, de la gouvernance, le pilotage de la sécurité numérique, hem
fait, compiler les actions, les mesures de sécurité et aider les équipes à mettre en place. Donc, j'espère qu'avec ce petit résumé, vous voyez où j'en suis. Maintenant, je vais un peu dézoomer pour peut-être aider celles qui démarrent parce que je ne veux pas en fait donner un chemin et dire c'est celui-là. Au contraire, je veux vous montrer que c'est très large. Pour simplifier, en fait, en cybersécurité, vous avez plusieurs directions possibles. Mais moi, tel que je me représente les choses, c'est que déjà, vous pouvez avoir à faire un premier choix, qui est celui de dire, est-ce que moi, je suis capable d'être dans l'implémentation dans les systèmes de cette sécurité numérique, parce que je suis ingénieur, que je sais manipuler et tout, ou est-ce que moi, je suis tout à fait capable de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, mais je ne veux pas être dans l'implémentation. Et là, vous êtes donc du côté gouvernance. Voilà un petit peu, je dirais la dichotomie, le premier embranchement que vous pouvez choisir, si ce n'est déjà fait, parce que j'imagine certaines d'entre vous sont déjà dans ces métiers. Donc, je vais essayer d'être assez transparente et vous expliquer ma manière de travailler. Après, je vous parlerai de comment ça a changé ma vie, etc. Alors, tout d'abord, les personnes qui m'ont aidée dans ma manière de travailler, c'est souvent des gens qui avaient pas mal de recul. Donc, par exemple, des collègues qui avaient travaillé à la DIRISI, donc c'est ancien militaire hein, sur la cyber. Qui était voilà, très carré, qui savait, je dirais, aller directement à la source, repérer quel était le référentiel édité notamment par l'ANSSI, sur lequel il fallait se caler, soit pour faire une réponse à un appel d'offres parce qu'on était PACI. Hein, vous connaissez ce que c'est que le terme, PACI, c'est des auditeurs agréés, qualifiés par l'ANSSI. Et en fait, ça m'a donné les bons réflexes. Et aussi, ce qui était bien avec cette forme d'esprit de personnes qui sont militaires de carrière, c'est qu'en fait, ils savent ne pas se laisser bassiner par tout le dialogue marketing, tout le discours marketing. Et ça, j'aimais bien. Bien sûr aussi, donc j'ai eu des très bons chefs qui m'aidaient en fait à décrypter. Alors à l'époque, je dirais, je parle de 2016 jusqu'à 2019. À l'époque, c'était quand même plus simple qu'aujourd'hui de dépatouiller quels étaient les produits qui étaient vraiment des produits robustes et qu'aujourd'hui, on est en 2024, c'est encore plus foisonnant. Donc, là, par exemple, vous pouvez vous repérer un petit peu avec le radar Wavestone et en allant au FIC et en essayant de comprendre, de parler avec les gens qui ont été les jurys des solutions qui sont sorties quand il y a des concours. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un aspect important. Mais après, la partie éditeur, la partie solution prend beaucoup de place, mais je pense que vraiment, la cybersécurité, ça n'est pas que les solutions. Hein. Et je vous dirai pourquoi, justement, je pense que la cyber a changé ma vie et a apporté énormément plus que juste des technos. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis aussi, j'ai beaucoup apprécié travailler avec des gens dans les entreprises du CAC 40, donc sur la partie gouvernance de la sécurité numérique, parce que en fait, ils m'ont appris à prendre de la hauteur et à modéliser les problématiques, à essayer de faire en sorte d'impulser le goût pour la sécurité numérique, plutôt que de faire à la place des équipes. Donc essayer d'être comme une sorte de chef d'orchestre, de les aider à
à prendre la parole sur le sujet, à se sentir légitime et à ce que tout le monde y participe en fait de concert. Donc voilà. J'ai pas mal de choses à dire. Alors j'essaie d'organiser dans le propos de manière organisée. Je dirais que pour ne pas voir qu'une petite partie de la cyber, Wavestone, ça s'écrit comme une vague, W-A-V-E, et Stone, vous l'avez très bien écrit comme une pierre, Stone, Wavestone, le radar Wavestone. Je vous avoue que quand j'ai été chef de projet cybersécurité, j'avais obtenu une deuxième casquette parce qu'ils avaient repéré que j'aimais beaucoup aller m'informer dans les colloques, etc., etc. Donc du coup, j'ai fait du lobbying pour eux. Alors là, il m'a fallu des super bonnes baskets parce que j'étais tout le temps dans les métros et je remettais mes talons dès que j'arrivais, etc. Donc pour vous dire qu'en fait, il faut vraiment se bouger, mais physiquement. C'est-à-dire que on risque de se laisser enfermer dans un job donné si on n'ouvre pas les fenêtres et qu'on ne sort pas. Moi, par exemple, je me suis jamais dit je vais demander la permission pour pouvoir aller au club Ebios. C'est pas comme ça que ça marche. Je pose mon congé et j'y vais. Et là, enfin, c'est comme l'a dit Camille, c'est aussi vraiment toute une communauté, la cybersécurité. C'est-à-dire que ça reste professionnel, mais c'est vraiment des personnes d'une richesse, d'une fiabilité, intellectuellement, vraiment, c'est intéressant. Et si vous voulez, bah, ça fait maintenant, ça fait 10 ans, en fait, que je chemine avec des personnes qui sont dans ces réseaux. Alors, je vous les listerai tous. Ils seront dans les notes du YouTube. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est d'y aller, c'est de serrer des mains, c'est de voilà. Mais après, il y a une très bonne pratique qui s'est déclenchée, je pense, après le Covid, c'est de faire les replays. Donc gratuitement, vous pouvez voir tout ce que fait hem, heu, le CLUSIF, par exemple, va mettre en ligne tout son panorama Panocrime. Vous avez tous les colloques, par exemple l'OSIR, bon ça ils l'ont toujours fait, hein, dans les archives de l'OSIR, O2SIR. Vous avez absolument toutes les veilles, par exemple, des attaques récentes et d'une manière vraiment très pédagogique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas hacker éthique, pas de problème. Vous écoutez. Bien sûr, parfois c'est un peu ésotérique parce qu'ils racontent des trucs un peu subtils, mais à force de l'écouter, voilà, vous finissez par comprendre en fait le pattern d'attaque et vous êtes capable de penser à vous en prémunir. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est vraiment chouette parce que je dirais, il ne faut pas se contenter des replays, d'accord? Parce qu'il faut y aller, il faut s'inscrire. Ce n'est pas des assos qui coûtent très cher, mais c'est bien vraiment de se cultiver comme ça. C'est quand même très pratique. Par exemple, quand j'ai vu que InCyber, le FIC, même si vous n'avez pas eu la chance d'être allé à Lille, ça fait déjà même plusieurs années, vous pouvez avoir tous les replays, mais c'est extraordinaire, c'est une mine. Donc, c'est encore pour renforcer l'idée de vous dire, vous voyez, la cybersécurité, on a vraiment de la chance parce que c'est très rare, en fait, les secteurs où l'accès aux sources est facile et gratuit. On a une chance folle d'arriver dans la cyber au moment où tout est sur la table, véritablement. Et en fait, il n'y a qu'à prendre le temps de lire et de se repérer dans les référentiels. Voilà. Je pense que toutes les adhérentes de Women Cyber for Cyber sont là pour vous aider à repérer les choses importantes des choses anecdotiques pour gagner du temps. Mais voilà, le InCyber, le FIC, le Clusif Panocrime, tout ce qui est OSIR et aussi écouter le podcast No Limit Sécu. Déjà, vous faites tout ça, c'est un bagage énorme.
Voilà, moi je vais vous dire, comment je me suis, stabilisée dans ma profession et savoir vraiment, que j'étais à l'aise avec ce que je faisais. C'est à partir du moment où j'ai été payée donc, pour faire du conseil et que j'avais le temps de me plonger dans ces référentiels et les rendre simples, les rendre digestes, les communiquer, les condenser, les synthétiser. Enfin, vous voyez, je prends beaucoup de temps à essayer de faire en sorte que la matière soit claire pour moi et pour, mes clients. Heu, voilà, c'est un peu ça ma tactique professionnelle. Je vous la livre pour, si ça vous aide. Hem et puis, heu, pourquoi en fait, la cyber a changé ma vie? Alors, je vais peut-être dézoomer et prendre un autre mot que le mot cyber, parce que d'ailleurs, en fait, la cyber, c'est beaucoup un mot pour, essayer de se rassembler, se trouver un point commun. Mais en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on peut parler plus de sécurité numérique, qui est un peu plus large. Et j'ai envie aussi de dire que finalement, si on dézoome encore, notre sujet, c'est la fiabilité des organisations et des personnes. D'ailleurs, on fait pas de la bonne cyber si on n'a pas des gens fiables en fait, tout autour. C'est aussi, toute une organisation humaine. Donc, au final, moi, ce à quoi je suis très attachée finalement, je m'en suis rendu compte, c'est certes la cybersécurité au sens technique du terme et tout, mais surtout, surtout, ce qui me passionne, donc c'est tout ce qui est, la fiabilité des organisations, des personnes et de la donnée. Hem je reviens un petit peu sur cette notion de fiabilité parce que je trouve que c'est quelque chose qui, caractérise assez bien, l'ensemble des personnes qui travaillent dans cette communauté. Je pense que c'est ça aussi qui m'attache au secteur, c'est que, bah, dans tout ce que j'avais fait avant, bah, j'ai rencontré des gens très bien, très intéressants, mais j'apprécie vraiment cette culture. Déjà, ils sont assez solidaires. Je trouve que, d'une entreprise à l'autre, voilà, il y a un état d'esprit où, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille, on va pouvoir, coopérer. Hem, c'est des gens qui ont un état d'esprit quand même très précis. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour aussi, en cyber, autant que bon, dans toute l'informatique, j'aime bien la forme d'humour des informaticiens, mais il y a pas mal d'humour aussi dans notre domaine. Alors, je vais peut-être un peu regarder s'il y a des questions. Si vous posez des questions, par exemple sur votre parcours à vous, n'hésitez pas. Je vais essayer de guider certaines d'entre vous qui auraient des questions, Pour l'instant, sur j'ai pas vu de données. questions, mais j'ai partagé un peu toutes les ressources que tu as proposées, pendant la présentation. OK, OK. Donc, j'espère que je suis pas trop théorique. Je vais peut-être revenir à des choses un peu plus concrètes. Alors pourquoi je dis que c'est à la croisée de plusieurs mondes? Bah, clairement, en fait, à la base, la cybersécurité, heu, elle a plutôt été prise en compte déjà, par les milieux, militaires et d'ailleurs, l'ANSSI à la base, elle a été créée avec, d'anciens militaires à qui on a dit: «Bon, bah, voilà, on a un problème, c'est qu'il y a pas seulement les systèmes informatiques de l'armée qui sont attaqués, mais aussi les secteurs économiques. Donc là, vous prenez une salle, vous vous mettez tous,
à réfléchir et vous montez l'agence. Faut trouver une doctrine, il faut voir comment on s'organise et aujourd'hui, vous avez d'ailleurs un panorama, de l'écosystème français cyber avec, plein d'entités. Vous allez le trouver facilement si vous marquez, écosystème cyber français. Je pense que une des dernières versions à jour, elle est sur le site de l'Arcsy. Ils ont une page exprès. L'Arcsy, c'est une association, du chiffre, des réservistes du chiffre et ils ont très bien expliqué, cet écosystème qui est vraiment remarquable et qui, moi, m'inspire pour la sécurité des enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met, le paquet sur, défendre des serveurs, des systèmes informatiques contre, une intelligence adverse, hein, qui est l'intelligence des hackers, que ce soit des hackers individuels ou organisés. Mais on n'a pas tout ça, hein, pour, les petits ordinateurs sur pattes que sont les enfants. Heu, c'est pour rigoler que je dis ça, mais c'est pas pour rigoler autant que ça, parce qu'en fait, les enfants, maintenant qu'on connaît bien le neurodéveloppement, des enfants, c'est vraiment, enfin le développement, de neurodéveloppement de l'enfant, c'est vraiment comme un petit ordinateur. C'est-à-dire qu'un traumatisme va faire qu'il y a toute une zone du cerveau qui va se chiffrer et il aura plus accès aux souvenirs. Donc c'est super intéressant parce qu'il y a des parallèles, si vous voulez, entre ce que l'on fait pour sécuriser des systèmes informatiques et ce qui se passe en fait dans le cerveau humain quand il subit des traumatismes. Parce que ce qu'on fait dans les systèmes informatiques pour pas que le hacker puisse pénétrer l'ensemble du réseau et des systèmes, c'est qu'on fait des cloisonnements, on fait du chiffrement. Et ben, c'est exactement ce que la nature fait pour prémunir le petit enfant quand il y a une intrusion psychique ou physique qui est intenable. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vous dis, c'est passionnant et moi, ça a changé ma vie et ma réflexion et d'ailleurs, j'ai monté une association qui s'appelle iWOS qui, s'occupe de réinjecter toutes les ressources, tout le capital humain, que l'on a, en cybersécurité pour, la défense des enfants. Attention, je ne suis pas en train de dire que on va faire une association pour lutter contre la cyberpédocriminalité. Ça, il y en a plein. Vous pouvez regarder par exemple, Peer 24. Ça, c'est un très, très, très bon, événement qui a été initié par une personne, aisée, en Angleterre et qui fait venir tous les spécialistes et même les policiers du monde entier pour, dire voilà, quelles sont vos dernières techniques, comment vous vous débrouillez pour lutter contre la cyberpédocriminalité? C'est-à-dire ôter ces contenus odieux qu'il y a en ligne et dans le darknet. C'est très intéressant, j'essaye de suivre tout ça et vraiment de comprendre, hein, les technologies, pour le repérage de ces images mais ça reste périphérique par rapport au cœur de l'association que j'ai montée puisque, nous, en fait, vous allez comprendre, l'association, elle va, bien sûr travailler avec les innovations technologiques de la cyber, mais aussi, travailler sur, les innovations organisationnelles de la cyber et les innovations, méthodologiques. Vous connaissez la méthode EBIOS de l'analyse du risque qui a été créée par l'ANSSI. Et bien, cette méthode EBIOS, on a l'ambition de la répliquer pour le risque pédocriminel, de pouvoir fournir un socle d'analyse à des parents, à des écoles, qui permet une analyse du risque pédocriminel. Et on va se calquer sur la méthode d'analyse EBIOS. Aussi, une ambition, c'est d'utiliser une innovation organisationnelle. Vous connaissez la norme ISO 27001. Elle a l'avantage de dire, écoutez, pour la sécurité numérique, avez-vous mis en place un management? Elle est très bien écrite.
Et la manière, en fait, de mettre en place un système de management pour vérifier que la sécurité numérique est bien en place et aussi d'avoir des points de contrôle pour, vérifier qu'il y a une bonne cybersécurité dans une entreprise. Et ben, tout ça, nous, on dit: «Eh ben, c'est pareil, on va demander aux organismes qui s'occupent d'enfants de nous démontrer qu'ils ont mis en place un système de management de l'intégrité physique des enfants». Et il y aura des points de contrôle. C'est l'organisme lui-même qui se les donne. Et très bien s'il les respecte. En un premier temps, on n'est pas dans la phase où il va y avoir des audits. On dit déjà, la base, c'est que l'organisme, que ce soit un centre de loisirs, une colo, n'importe quoi, il y a plusieurs points de contrôle. Je rentre dans le détail un petit peu pour que vous réalisiez. Ça peut être des points de contrôle avec un référent violence sexuelle sur les enfants. Ça commence à rentrer dans les mœurs. Un point de contrôle sur le criblage des gens qui sont recrutés. Le criblage, je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle. Ça encore, c'est un mot. Habilitation, criblage, c'est un mot de la sécurité. C'est le fait, tout simplement, de regarder un peu le background, d'interviewer un petit peu les anciens employeurs, de regarder un peu, voilà, il y a un minimum d'OSINT, donc Open Source Intelligence, vous connaissez. Un minimum d'OSINT, voire de UMINT à faire. Bien sûr, avec l'accord de la personne qui est recrutée. La personne qui est recrutée doit accepter que cette recherche soit faite sur elle. Toujours est-il que moi, je perçois que d'ici 5 ans, les parents auront envie de ces vérifications. On va rentrer dans une autre phase, si vous voulez, parce que maintenant qu'on voit que cette pédocriminalité est vraiment, même sur des petits, des tout petits, c'est sous nos yeux et les gens, forcément, vont vouloir mieux sécuriser les enfants. Donc, innovation organisationnelle, quand on met en place un management correct sur ce sujet-là. Et puis innovation technologique, donc là, on a impulsé un consortium de recherche. Donc, c'est pas nous, le consortium de recherche, on est juste un peu inspirateur, on va dire. Et dedans, il y a, des écoles d'ingénieurs, il y a voilà, donc comme l'ANR, l'Agence nationale de recherche, n'a pas encore financé, on a passé la première phase, on attend le résultat du deuxième dossier. Je ne peux pas vous dire encore le consortium de recherche, mais j'espère pouvoir vous faire l'annonce prochainement. Donc, vous voyez bien en fait en quoi ces outils qui ont été développés à cause de cette malveillance numérique sont en fait réinjectables dans d'autres domaines et des domaines qui sont, j'allais dire, d'importance vitale. Ça, c'est pour faire un petit peu une blague puisque à chaque fois, on nous dit système d'importance vitale. Oui, c'est très vrai et c'est très légitime pour la vie de la nation. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que les enfants, les générations qui viennent, voilà. Je rappelle un chiffre, je crois que c'est 9,7 milliards d'euros par an que coûte la pédocriminalité, en termes de problèmes de santé, en termes toutes les conséquences délétères, en termes de délinquance également, en termes de consommation, enfin d'addiction. C'est un fléau national et en fait mondial, mais c'est vraiment quelque chose qui se chiffre. Et donc en fait, j'étais partie de l'idée que, la cybersécurité était à la croisée de plusieurs mondes et je vous ai dit elle a émergé à partir du monde militaire. Mais aujourd'hui, vous pouvez travailler, en cybersécurité à des tas de niveaux. Vous pouvez travailler même sur les aspects plus politiques, secteur public. Par exemple, vous allez à Cybercercle et font, très bien la démonstration de comment le secteur public
est engagé sur la cybersécurité. Vous avez aussi, si vous êtes plus du côté politique, la diplomatie autour de la cyber, vous avez la Cyber Week. À chaque fois, c'est un petit peu différent comme univers. Il faut que vous trouviez celui qui vous convient le mieux. Beaucoup de gens sont soit chez les éditeurs, soit chez les prestataires, ceux qui font du conseil. Personnellement, je vous recommanderais d'essayer, si vous êtes dans le conseil, d'être chez un bon employeur pour pas se retrouver dans une boîte qui fonctionne un peu comme les SS2I où vous êtes jetable. C'est pas dans ces conditions que l'on apprend bien, que l'on apprend sereinement et qu'on est vraiment épaulé. J'ai une petite question, Muriel. Alors moi, je suis un peu je suis une novice complète en cybersécurité. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est une SS2I? Une société du numérique, quoi. Enfin, OK, SS2I, société informe. Ouais, c'est ESN, les entreprises, OK, OK. j'ai Merci. même oublié en fait l'acronyme parce que je le dis tellement. Ouais, bah, Vous des fois, savez, en fait, avec tous les c'est acronymes, on se mélange un peu, quoi. ouais. Il y a des segments du marché en cybersécurité que les gens ne connaissent pas trop. Alors, tout ce qui est sécurité des systèmes, ça, on a plein de noms, que ce soit plus au niveau applicatif ou au niveau réseau, système, en fait, infrastructure. Mais les gens ignorent tout ce qui est trust and safety. Donc, je vais vous le définir un peu. Trust and safety, c'est le fait d'injecter de la confiance. Par exemple, que tous les utilisateurs d'un site web soient majeurs. Donc, comment on fait pour être sûr que les gens soient majeurs? C'est aussi tout l'aspect de l'outillage pour les modérateurs. Donc, vous savez que les plateformes, bon, bah, il y a le tout venant, hein, les gens racontent n'importe quoi, des discours haineux, etc., mettent les trucs les pires. Donc, après, il y a des gens qui vont travailler pour trier les choses qui sont de catégorie plus ou moins qui représentent des infractions en réalité, puisque tout ça est quand même illégal. Donc en fait, Trust and Safety, si c'est un domaine qui vous intéresse, vous trouverez beaucoup de choses dans le milieu anglo-saxon. Nous, à Lille, bien sûr, il y a un salon spécifique et vous pouvez revoir les replays. Mais je veux dire, c'est un sujet qui monte, hein. C'est un sujet, à mon avis, majeur, hein, pour la sécurité des personnes et des enfants. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent hein, sur Internet. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler ici. Vous en entendez assez parler. Et puis il y a aussi, moi ça commence à me passionner ça, c'est tous les éditeurs pour le law enforcement, donc pour arriver à faire respecter la loi en fait, pour les forces de l'ordre, voilà, law enforcement. Donc là, ils sont un peu moins nombreux, ils sont plus discrets. Mais en fait, il y en a quand même qui sont super connus. Je peux citer par exemple Cellbrite. Donc Cellbrite, ça vous aide à faire du forensic sur les téléphones mobiles. Et Dieu sait que toute la vie des gens est sur leur téléphone mobile. Donc en fait, savoir dépioter un téléphone mobile et trouver les trucs que les gens ont voulu cacher, ben, c'est des preuves numériques et c'est super passionnant. Et puis d'autres logiciels comme Recorded Future. Donc ça, je crois que c'est un leader. En fait, bon, ils aident à accélérer les enquêtes. Voilà. Donc aujourd'hui, avec l'IA, avec l'analyse du langage naturel, vous imaginez, déjà, ils ont le portefeuille client mondial, mais en plus de ça, ils ont des outils encore plus performants qu'hier.
Donc, en fait, c'est pour dire que vraiment, c'est un champ vraiment passionnant et voilà. Et c'est un petit peu différent de juste, ah, je vais mettre un WAF, je vais mettre un firewall, machin. C'est très intéressant, hein, tous ces systèmes de défense. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on a des nouveaux segments en cybersécurité qui peuvent parfaitement aussi vous convenir. Et bien sûr, donc là, je vous ai parlé du monde des éditeurs. Après, il y a toujours, hein, c'est fondamental, le monde des constructeurs, ceux qui font les boîtes. Et puis, le monde de l'intégration. Et ça, c'est un peu quand vous êtes chez un systémier, donc une société qui est capable de faire des systèmes de systèmes, hein, des systèmes complexes et décentralisés éventuellement, que là, vous avez encore plus besoin de la compétence d'être intégrateur. Évidemment, à chaque fois qu'on développe un système, on fait privacy by design, security by design, et les intégrateurs veillent à faire des intégrations sécures. Donc, tout ça est super intéressant. Alors, on a une question. Je propose que peut-être les questions, on attende la, Ouais, la fin de la présentation, comme ça après tu pourras mieux te ouais. concentrer pour répondre peut-être. Ay, y la verdad que me bajaron hoy. Hasta mañana. Oui, je disais qu'il y avait l'aspect un peu diplomatie cyber, il y a beaucoup le thème de la souveraineté qui peut vous intéresser. Vous pouvez aussi travailler sur, dans des associations. Je pense à des associations qui maintenant, en fait, rémunèrent, ont des salariés. Donc, on peut se positionner à plein de niveaux. D'autres thématiques qui sont un peu connexes à la cybersécurité, c'est donc bien sûr la souveraineté, l'influence, les opérations d'influence, le renseignement, la géographie humaine. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de limite, c'est juste un peu notre esprit qui est parfois limité, parce qu'on prend un job, puis après on reste un peu focus. Mais je crois qu'il faut toujours avoir comme ça les idées ouvertes pour voir comment on peut finalement donner encore plus de dimension à notre parcours. Je voulais vous dire, effectivement, d'un pays à l'autre, j'ai observé qu'il y a une culture assez différente. Alors, je n'ai pas été salariée dans d'autres pays que la France, du moins sur mon job de cyber. Mais comme j'ai pu être mentorée dans un groupe où il y avait une Singapourienne, donc en fait c'est une Malaisienne, Singapour est en Malaisie, une Anglaise, une Américaine, et après j'ai aussi commencé un peu un mentoring avec des personnes africaines. Donc, si vous voulez, je peux vous dire un peu mon retex parce que j'ai écouté en fait dans quel contexte elles travaillaient, quels étaient leurs enjeux. Alors là, on a une question, je vais y répondre. Qu'est-ce que c'est que la géographie humaine? En fait, c'est un peu repérer qui est qui. On dit que faire, avoir réponse à qui, quoi, quand, où, c'est les questions de base de la géographie humaine. Donc pourquoi qui sont ces gens? Quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font ensemble? Quand est-ce qu'ils se réunissent? Où ils se réunissent? En fait, quand tu essayes d'analyser un environnement, éventuellement, un adversaire, une intelligence adverse, tu réfléchis à la géographie humaine. En fait, c'est pas que les adversaires, hein, mais la géographie humaine, voilà, c'est comprendre, c'est trouver les réponses à ces questions. Et grâce à la cybersécurité, l'OSINT et tout ça, tu peux aller là-dessus. Ouais. Donc, les différentes personnes qui étaient mentorées ou que j'ai mentorées venaient de plusieurs pays. Et je me suis aperçue qu'en fait, on n'est pas tous un peu à la même heure et qu'on ne vit pas dans les mêmes univers d'emploi.
cybersécurité. Alors, on se dit, bah si, cybersécurité, c'est mondial et on bosse tous pareil. Au final, l'informatique, c'est que des 0 et des 1. Donc, la cybersécurité, finalement, c'est pareil, c'est des logs. Et les logs, ils sont partout pareil sur la planète. Oui et non. Alors, du point de vue des défenseurs, et ben, moi, j'ai l'impression que, ça, c'est à cause de l'organisation humaine et l'organisation du travail et comment sont les entreprises, avec quelle culture d'entreprise, on vit, que ça rend une cybersécurité, en fait, finalement, un peu différente, un peu comme un patchwork. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme un patchwork. Donc, on ne fait pas de la cybersécurité en France exactement pareil qu'en Angleterre, exactement pareil qu'en Allemagne, exactement pareil qu'à Singapour, exactement pareil qu'aux USA. Voilà. Je vais essayer d'être concrète dans ce que je dis. Par exemple, on a coutume de dire que les Anglais sont beaucoup dans l'approche par conformité. Donc, vous savez ce que c'est l'approche par conformité? C'est exactement ce que je racontais sur l'histoire de la norme ISO 27001. Eh ben, j'ai une norme, je dois la respecter. J'ai des contrôles pour voir si je la respecte. Là, j'ai des petites cases et puis après, je vais cocher est-ce que c'est respecté ou pas. J'ai tout respecté. C'est bon, je suis conforme. Donc, je me mets un petit tampon et c'est très bien et on est content. Bon, nous, donc les business à l'anglo-saxonne, surtout en Angleterre, ils sont comme ça. Je ne dis pas qu'ils ne font pas d'analyse de risque, mais nous, en France, on a les deux pieds. On a l'approche par le standard, les normes, et l'approche par l'analyse du risque, qui va être une approche qui sera beaucoup plus circonstanciée à qu'est-ce que j'aime moi dans mes systèmes, quel est mon contexte, comment j'envisage les scénarios stratégiques de mon adversaire, de mes sources de menaces, etc. Et là, tu fais une analyse vraiment très fine dans ton cas particulier. Voilà. Dans ton secteur économique, est-ce qu'il est très touché en ce moment ou pas? Est-ce qu'il y a des attaques spéciales sur, je ne sais pas, l'énergie, l'eau, etc. Donc là, tu fais ton analyse de risque. Donc, ça, c'est pour souligner un peu une différence d'approche. En France, on le sait, on essaye d'aller vers des solutions souveraines et des solutions estampillées avec l'ANSSI. J'ai remarqué qu'en Afrique, donc, c'est quand même un marché qui est extrêmement américanisé et extrêmement porté sur les solutions, un peu les boîtiers constructeurs cybersécurité. Voilà, donc en fait, là-bas, on va te faire une formation pour savoir très bien utiliser tel firewall de telle marque. D'accord? Et c'est comme ça un peu que tu as un marchepied pour rentrer dans la cyber. Et c'est pas tellement comme ça chez nous en France, en fait. Justement, ça me fait arriver au sujet des certifications. Donc, je pense qu'on peut travailler en cyber en France sans nécessairement avoir des certifications machines. Et parce que ça, en fait, quand tu es embauché, s'il y a besoin, on te le fait, la formation. Bon. Ni même des certifications CISSP, ça va pas être quelque chose qui va te bloquer pour rentrer dans la cybersécurité. Moi, je pense que très bien si tu as fait une formation en cybersécurité dès que tu es sorti du bac, c'est très bien, pas de souci. Mais en fait, des gens qui ont déjà une vie professionnelle peuvent très bien se reconvertir dans ce domaine. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une question de se poser, d'être face à soi-même, avoir les référentiels, se dire OK, je vais y arriver, décrypter ce qu'il y a dans ces référentiels, ne pas s'affoler quand on ne comprend pas directement un sujet. C'est vrai que, enfin, je ne sais pas, j'ai peur de faire donneuse de leçons, excusez-moi, mais en tout cas, j'ai repéré que peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a aidée,
C'est en fait quand je me sens un petit peu, noyée, que c'est flou, que c'est pas une phase qui m'inquiète, en fait. Je m'en fous un peu de pas tout comprendre d'un coup. Voilà. C'est pourquoi aussi, quand je vous dis, allez-y, écoutez les veilles technologiques de l'OSIR, écoutez-les, même si vous comprenez pas tout, vous comprenez en fait l'essentiel. C'est un petit peu du même ordre d'idées. Vous voyez? Parce qu'en fait, votre cerveau, il fait le travail et à force de vous baigner là-dedans, bah, il y a pas de souci. À un moment donné, vous recousez les fils et vous en fait, ça va vous aider après pour un autre, une autre, quand vous allez retrouver la thématique, vous serez déjà familiarisé. Donc voilà, n'ayez pas peur de passer par des phases où ça vous paraît pas clair. Bien sûr, bah, ça m'est arrivé de tomber sur des documents, c'était juste impossible pour moi. Bon, j'adore pas, lire des DAT et des matrices de flux. Je comprends de quoi il en retourne, mais ça m'arrive évidemment d'avoir besoin pour ce genre de truc, d'appeler l'ingénieur et de comprendre, comment ça marche. Sachant qu'en plus, lire un DAT à sec comme ça, c'est mieux d'avoir aussi la partie fonctionnelle pour comprendre en fait à quoi sert, le système avant de se plonger, purement dans les schémas techniques. Alors, Oui. Ah, mais on est bientôt à la fin. oui, il reste 10 minutes. Je te propose qu'on aborde un peu les je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Alors, la première, c'est celle de Lara, qui explique qu'elle a 36 ans avec un parcours Sciences Po puis com marketing et elle a commencé sa reconversion l'an dernier dans la cyber et avec un poste en cybercommunication awareness. Mais voilà, elle dit que: «J'ai l'impression que je n'arrive pas à rattraper, le gap technique entre le travail et tout ce que je voudrais ou dois apprendre et je perds un peu l'horizon et ainsi la motivation. Est-ce que tu as des conseils pour trouver, la bonne vie et un peu diminuer l'anxiété par rapport à ça?» Donc un peu l'écart entre, ce que ta formation t'a donné et puis là où tu voudrais arriver dans ta carrière qui est pas forcément, en lien avec, ce que tu as étudié, donc là, dans ce cas-là, la communication, Alors, le marketing et cetera. je voudrais un peu mieux comprendre, le contexte. Cyber Communication Awareness, est-ce que c'est à l'intérieur d'un grand corporate ou si c'est, à destination du grand public, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Lara, si tu as l'occasion de répondre dans le chat ou sinon d'allumer ton micro, je sais pas. Corpo, ouais. Corpo, elle a dit. Ouais. Ah d'accord, donc c'est pour de l'interne. Oui, alors effectivement, ça va être plus pointu, et plus scruté. Enfin, ça va être scruté évidemment si c'est dans l'externe, mais comme si c'était dans l'externe, ça serait du grand public et je dirais qu'on va parler moins technique et donc moi je pense qu'elle doit essayer de s'entourer des brutes, des vrais techos. Moi, je serais elle, je passerais mon temps avec, les gens qu'elle repère, qui sont dans la SSI infra et la SSI, corporate au sens gouvernance. Parce qu'en fait, Mmh. quand tu es dans un corporate, tu as un peu toutes les couches, en fait. Tu as la tête pensante qui dit: «Voilà la gouvernance, c'est ça la politique», qui rédige les politiques. Alors déjà, elle doit tout connaître par cœur sur la PSSI de son corporate. OK. Et en plus, dans un corporate, tu as tout un corpus, tu as pas juste une PSSI, tu vas avoir quelque chose sur, le chiffrement chez nous, comment ça se fait, comment on utilise le cycle de vie, des certificats, tu vas avoir plein de politiques différentes. Donc ça, il faut se les avaler et ça, je dirais, en fait, c'est une question de s'astreindre tous les jours à les lire. Heu, Si elle se fatigue, par exemple, elle se donne un rythme de 2-3 heures pour pas, en faire une overdose, Mmh. mais tous les jours, elle s'astreint à faire ça
Donc petit et à elle petit, quoi. surligne en papier ou dans le PDF, elle surligne les termes qu'elle connaît pas. Et là, après, elle va voir, comme je disais, les techos, les brutes, de la cyber de sa boîte. Elle leur dit, OK. avec un gentil sourire: «Tu sais, j'aimerais bien progresser. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je prends un café avec toi». De toute façon, ces documents sont, comment dire, en interne, c'est un socle public, donc elle ne révèle OK. pas et normalement, il connaît même des trucs hypersensibles plus que ce qui est marqué dans ces documents, donc elle vérifie quand même, la classification du document, elle vérifie qu'elle a le droit d'y avoir accès elle-même, elle vérifie qu'elle a le droit de le partager avec, ces gens-là, mais et puis aussi quand elle va faire sa discussion, elle le fait pas dans l'open space parce qu'on sait jamais qui écoute derrière. Mmh. Voilà, c'est des quand même des précautions de base. On prend une salle de réunion, on essaye de réfléchir ensemble. C'est vrai que c'est du temps gratuit qu'il va lui accorder, mais en fait, hem, je dis «il» et c'est un petit peu, tu vois, c'est gender biased, c'est pas bien ce que je dis. Non, mais éventuellement, si elle trouve une femme qui est déjà dans la SSI infra, génial, peut-être qu'elle lui accordera ce temps. Et surtout qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle ne s'impatiente pas par rapport à elle-même. Elle a fait les efforts, qu'il fallait déjà jusqu'à maintenant. Et vraiment, c'est avoir de la patience vis-à-vis de soi. Se dire: «Bon, bah, je vais un peu, mettre les moyens parce qu'en fait, bah, j'ai pas étudié ça à l'école». Moi non plus, j'ai pas Mmh. étudié ça à l'école, vous voyez? Donc c'est faisable Mmh. et Faut être un peu indulgente avec soi-même et pas être ouais. trop difficile parfois. Bah, voilà et eux, les collègues, bon, ils veulent, un rédactionnel, tout de suite comme ça, pas prendre un mot pour un autre. Non, mais attends, c'est pas il faut, expliquer les mots. Il faut expliquer pourquoi ceci ou cela, existe ou n'est pas important ou est redondant. Mmh. Tu vois, je comprends tout à fait, ce qu'elle veut dire en disant, qu'il y a un petit gap et que du coup, elle doit faire relire et à la fois, même en ayant bien ce corpus de connaissances en tête et ben, il y aura encore des petites retouches. Ça, c'est la vie de la com. J'ai jamais vu, un PowerPoint, immédiatement adopté ou une brochure immédiatement adoptée ou Mmh. une politique immédiatement adoptée. Je dirais que c'est aussi beaucoup de travail, d'équipe avec des relectures croisées et il faut qu'elle puisse impulser, qu'elle se sente pas que tout est sur ses épaules. Il faut qu'elle puisse impulser une culture où en fait les documents sont, je dirais, de la responsabilité, conjointe de plusieurs personnes. Tu sais, tu mets une petite en-tête avec plusieurs cases, plusieurs lignes. Tu dis voilà, premier rédacteur, vérificateur, approbateur, tu vois? Il y a comme ça Mmh. plusieurs contributeurs. De manière structurée, oui. On a une deuxième question, de Mathilde qui demande si vous avez des pistes à lui suggérer pour creuser le domaine du renseignement et de la CTI, parcours inspirant, employeur, peut-être des lectures, des podcasts, à suggérer pour ce domaine-là. Oui, alors CTI là, je sais plus, c'est quoi CTI déjà? Alors, on va demander à Google. Alors pour le renseignement, oui, le renseignement criminel en France, il faut, taper sur Google, mais en tout cas, c'est un domaine où il y a beaucoup besoin de chercheurs, de doctorants, d'analystes. Alors Ils la CTI, recrutent. c'est Cyber Threat Intelligence. Ah OK, oui, bien sûr. Voilà. OK. En fait, alors, c'est un peu différent, hein, les deux domaines sont un peu différents, parce que renseignement criminel, en fait, ça couvre toute criminalité, organisée ou non, mais en fait, enfin, c'est pas juste, les hackers. Hem, En tout cas, je continue ce que je disais sur le renseignement criminel. C'est un peu à cheval sur ministère de la Justice et ministère de l'Intérieur, donc c'est un super positionnement, c'est très intéressant. Ça va être, je dirais,
en termes de données et de capacité. Enfin, moi, je trouve ça très, très intéressant. Cyber Threat Intelligence, donc très bien comprendre les stratégies des sources de menaces. Qui est le meilleur et quels sont les meilleurs outils? Alors déjà, Cyber Threat Intelligence, il faut connaître le MITRE ATT&CK. Je pense qu'elle le connaît déjà. Oh, j'ai mis Pitre, j'ai mis Pitre. MITRE ATT&CK. Donc après, en fait, la Cyber Threat Intelligence, c'est bien connaître les hackers. Il y a plein de solutions là-dessus et je ne sais pas si une carrière chez un éditeur qui fait ça est la voie recommandée. Ça dépend des gens. Si vous voulez, avant de se lancer, merci. Avant de se lancer sur une carrière chez un éditeur, je réfléchirais à 2 fois. Ça dépend son appétence pour la technique et pour le commerce d'une solution. Voilà, c'est un peu ma première réflexion. Après, si elle dit que ça l'intéresse, je suis en train de réfléchir s'il y a si la Cyber Threat Intelligence, ça peut se faire à l'extérieur juste d'une boîte, d'un éditeur. Peut-être si tu as des éléments de réponse qui te reviennent plus Ouais, tard, je pourrais les partager dans le mail de retour. Comme ça te laisse peut-être un peu de temps pour ouais. réfléchir. On a une autre question assez intéressante. Donc contexte, donc c'est Ksenia, j'espère que je le prononce bien, qui est d'origine ukrainienne et qui est en France depuis un bon bout de temps déjà et qui aimerait être utile aux 2 pays et qui est très intéressée par le renseignement militaire. Est-ce que tu as des conseils pour pouvoir rentrer dans ce milieu? Et encore une fois, des sources, des outils qui peuvent l'aider à en savoir plus? Alors, je sais que, en fait, tous les pays ont, tu vois, un commandement cyber militaire et qu'il faut avancer sur la coopération et que pour ce faire, il faut avoir des systèmes interopérables. Je m'explique. Quand la Suisse est attaquée, tu as des connivences ou des coopérations déjà de secteur privé à secteur privé. Donc, par exemple, les banques, les RSSI des banques, ils vont un peu prévenir leurs copains français en disant, tu sais, on a subi telle attaque de tel groupe, justement, parler de la CTI, donc tel groupe est en train d'attaquer le secteur bancaire, fais gaffe, ça va aussi vous arriver. Bon, ils se disent ça c'est le secteur privé, coopération, secteur privé. Après, il y a la coopération, effectivement, de militaire à militaire. Et là-dessus, il faut toujours innover parce que c'est pas encore suffisant de passer un coup de fil et de dire on est attaqué comme ci, comme ça. Ce qu'il faut, c'est que les alliés soient capables, dans la nanoseconde, de se dire on est attaqué comme ça par un tel. Et ça, c'est encore un enjeu en fait de recherche et c'est quelque chose qui est à faire, c'est dans la to-do list. Bien sûr, évidemment, je pense que dans les Big Five, eux, à la nanoseconde, ils savent se dire, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et Big Five, je rappelle, c'est Nouvelle-Zélande, Australie, Grande-Bretagne, USA et le Canada. Donc, pour tout, nous, on est la France et on travaille à ça.
et c'est très important de le faire. Donc moi, ce que je pense, si elle a des compétences là-dessus et si elle connaît des brutes en cybersécurité en Ukraine, et déjà il faut voir comment, je crois que c'est monsieur Bonnemaison, alors c'est plus son prénom, mais bon, c'est la personne qui s'occupe de la cybersécurité. Ah, je vais vous retrouver ça. C'est pas des informations secrètes, hein, tu sais. Aymeric Bonnemaison. Donc, commandement de la cyberdéfense, ministère des Armées. Voilà. Voilà. Donc, en fait, bien sûr qu'il faut faire un bon dossier, il faut faut montrer patte blanche, il faut que les mecs ils soient vraiment bons, et voilà. Et elle-même, si elle est excellente, et notre excellence, c'est aussi de savoir rassembler des excellents. Donc, ça veut dire en fait que, comme je disais, il faut savoir dépatouiller, essayer de distinguer les choses qui sont valables, des choses qui sont pure marketing, qui n'ont pas de valeur, les personnes qui vont vraiment avoir une connaissance des personnes qui vont pas forcément vous faire avancer. Faut être exigeante là-dessus. Et donc aussi, évidemment, Aymeric Bonnemaison, c'est pareil. Il va vérifier que les sources que vous apportez, la coopération sera d'égal à égal. Voilà. Mais c'est hyper important parce que c'est indispensable par rapport à tout ce qui se passe. Complète mes questions, oui, d'accord. Je pense que pour les questions, on a fait le tour un petit peu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager par mail. Je vois que j'ai déjà reçu quelques questions par mail. Et puis voilà, on vous donnera un peu plus d'éléments de réponse et bien sûr l'enregistrement dès la semaine prochaine. J'en profite d'avoir quelques-unes d'entre vous ici pour vous prévenir que je suis en congé à partir de demain. Donc, je ne serai pas disponible pour répondre aux questions, mais dès la semaine prochaine, je vous ferai le retour du webinaire d'aujourd'hui. Merci encore, Muriel, pour ta présentation. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses de plein d'angles différents. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Et puis, je peux peut-être partager ta page LinkedIn. Oui, Comme avec ça. plaisir. Avec Hop. plaisir. Bah, j'aiderai. Je fais aussi un petit peu de mentoring. Ouais. Si vous avez besoin d'une heure pour un peu vous aiguiller sur votre parcours, vous aiguiller aussi sur votre équilibre de vie pour tenir ce rythme, n'hésitez pas. Voilà, donc j'ai mis ta page LinkedIn dans le chat. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter, évidemment. Et puis, on garde contact. Et voilà, merci beaucoup. Génial. J'espère que ça t'a aussi apporté. Ben, bien sûr, oui. À très vite. Bonnes Oui, vacances. Au revoir, Camille. à plus. Bon, Au revoir. je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié déjà dans le chat. Super. À bientôt tout le monde.